Antoine Bioy, bienvenue. C'est Pascal. Bienvenue dans cette série d'interviews. Nous parlons de l'espoir. Tu as participé à beaucoup de travaux de la CCH. Là, on se penche sur l'espoir et on retravaillera tout ça ensuite avec Joanne Mignot dans une conférence, dans quelque chose de plus écrit. Donc, on avait envie que tu sois avec nous. Comment vois-tu, toi, Antoine? Alors, je te présente pas parce que tu vas être présenté dans la présentation de la conférence, tu es dans la psychologie, dans la recherche, dans la clinique, dans les droits humains, dans le soin intégratif. Tu as beaucoup de choses qui t'intéressent et que tu approches avec précision. Donc, comment parles-tu, toi, de l'espoir dans ta vie et dans cette perspective plus proche du travail? Bah, euh, Comme j'essaie de donner une cohérence à tous les espaces que tu as cités où je suis, en fait, j'essaie de l'adosser avec un autre concept qui me hante depuis maintenant pas mal de temps, qui est la question de l'incertitude. Et pour moi, l'espoir, c'est une sorte de vertu qui permet de trouver du sens au sein de l'incertitude. J'aurais du mal à parler d'espoir sans poser la question de l'incertitude. Et pour moi, l'espoir, c'est aussi quelque chose qui n'est pas inné, qui va se cultiver. Mais en tout cas, il y a les deux qui vont être présents, c'est-à-dire en situation d'incertitude, quel est le mouvement que je peux mettre en avant de façon à pouvoir essayer de retrouver une trajectoire, de pouvoir donner du sens à ce que je suis en train de vivre. Et on verra ensuite, on sera amené à en parler, mais du point de vue de la santé, du coup, pour moi, ça définit des espaces, ça définit des relations, ça définit beaucoup de choses. Mais en tout cas, le cœur vraiment de ça, c'est une sorte de dialectique entre l'incertitude et l'espoir qui serait ce mouvement pour trouver du sens lorsque précisément des nuages s'amoncellent et que les chemins ne sont plus si visibles que ça. D'accord, donc tu le présentes déjà comme finalement un outil un outil presque thérapeutique, un outil de sens, qui met du sens face à des notions plus difficiles comme l'incertitude. Très honnêtement, je suis pas sûr que le thème d'espoir fasse partie de ma vie quotidienne. Euh, je, je, je l'associe vraiment plus à quelque chose de l'ordre du thérapeutique ou bien dans la vie quotidienne, ce que je disais tout à l'heure, c'est lorsqu'il y a une phase d'incertitude assez importante que l'on peut espérer obtenir quelque chose, dessiner un chemin particulier, lorsque la vie est en train un peu de se fracturer. Mais ce sont des moments dans lesquels je suis moins confronté qu'en situation thérapeutique. Et il y a encore 10 jours, j'ai une patiente qui m'a surpris par rapport à ça. Je la salue d'ailleurs si elle tombe sur sur cette vidéo. Mais c'est une patiente douloureuse chronique que je vois depuis quelque temps. Et en fait, dans une série d'examens qu'elle doit faire pour comprendre la dimension évolutive de son tableau, en fait, elle a eu le diagnostic d'une autre pathologie lourde qui n'avait pas été décelée jusqu'à présent et qui promet d'être vraiment très handicapante. Et comme je le fais d'habitude dans la perspective qui est la mienne, c'est-à-dire la psychologie humaniste existentielle, en fait, je ressentais vraiment beaucoup de tristesse en l'écoutant. Et donc, du coup, je me suis permis de lui dire en disant vraiment, je suis vraiment désolé pour vous, je ressens énormément de tristesse avec tout ce que vous êtes en train de m'annoncer. Et elle s'arrête, elle me dit, je vous remercie, mais en fait, pour moi, c'est pas de la tristesse que je ressens, c'est de l'espoir. Et je lui ai dit que je comprenais pas bien hein, le terme d'espoir dans ce contexte-là. Elle m'a dit, en fait, ce qui est en train de m'arriver donne du sens à tout ce qui était en dehors du tableau que je connaissais et sur lequel on ne pouvait pas mettre des mots. Et j'ai l'impression qu'on va pouvoir définir avec le médecin une ligne thérapeutique qui n'était pas présente jusque-là. Et donc, elle a utilisé ce terme d'espoir. Et je vais pas l'associer à quelque chose de l'ordre d'une bouée totalement, mais en tout cas, ça me paraît être vraiment dans un contexte d'incertitude que ce terme-là prend vraiment toute sa dimension. Bien sûr que ça peut arriver au quotidien, mais c'est vrai que dans ma vie, c'est beaucoup dans le contact avec les patients, en fait, que ce terme-là va se travailler plus que d'un point de vue personnel. D'accord? C'est un exemple étonnant, intéressant que tu donnes. Est-ce que tu fais, toi, une différence entre l'espoir, entre espérer et l'espérance?
j'ai une, je ne sais pas s'il faut dire formation ou histoire en lien avec le catholicisme dont je me suis détaché à l'âge de 16 ans. Et pour moi, le terme d'espérance, il est vraiment très, très, très associé au catholicisme, à la religion. Et du coup, je ne l'emploie vraiment jamais, ni dans ma vie personnelle, ni dans ma vie professionnelle, parce que pour moi, elle appartient à un champ voilà, que j'ai connu à une époque donnée. Et du coup, ce terme-là n'a plus vraiment de sens pour moi. Et puis surtout, je trouve que d'autres mots peuvent être, comme celui d'espoir précisément, voilà, peuvent être plus intéressants dans les choses que j'ai à traverser. Par rapport à la notion d'espérer, comme je crois que je l'ai utilisé il y a quelques minutes, c'est vraiment pour moi un verbe qui va avec le terme d'espoir. Si je devais faire une distinction avec un autre terme, ce serait probablement avec le terme d'optimisme. Ou peut-être on peut parfois confondre espoir et optimisme. Pour moi, l'optimisme, il a on s'en remet quand même, on s'en remet au hasard. Dans l'optimisme, il y a quand même pour moi une sorte de trait de personnalité qui est présent, un caractère optimiste, et que c'est un rapport à la vie qui peut exister, mais qui s'en remet aussi à quelque chose de l'ordre d'un destin, de la chance. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans la définition que j'en donnerais. Pour moi, l'espoir, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui peut se gagner, c'est quelque chose qui peut se construire. Et, euh, et je trouve que cette dimension-là, elle est intéressante parce que finalement, elle participe de ce qu'est un individu. L'espoir, c'est aussi la capacité de pouvoir se dépasser, de pouvoir se transcender, de pouvoir se connaître différemment, et aussi de chercher une cohérence identitaire. Dans une situation d'incertitude, lorsque je suis confronté à ces nuages dont je parlais tout à l'heure, faire œuvre d'espoir, c'est de pouvoir à la fois entrevoir une destination, construire le chemin et de se donner les moyens de pouvoir avancer sur ce chemin-là, de faire l'épreuve de soi-même et du coup de construire une forme de cohérence identitaire. Le terme d'optimisme ne me gêne pas. J'associe plus à un trait de personnalité, peut-être de s'en remettre entre les mains de la chance ou d'un mouvement pour le faire. La notion d'espoir, pour moi, elle est plus active. C'est quelque chose qui va se construire. Et donc, il est vrai que dans la pratique, notamment thérapeutique, dans ma façon de parler, je vais plutôt parler d'espoir que d'optimisme, en effet, avec les patients, même dans la vie de tous les jours. Merci. Alors tu me dis, tu viens de dire plusieurs fois, ça se construit. Tu as dit ça se Mm. construit, c'est une destination, ça s'apprend, tu as dit. Ça s'apprend, ça se construit à plusieurs. Les deux, je pense que ça peut. Il y a eu des controverses là-dessus dans le champ de la psychologie positive, pour lesquelles la notion d'espoir est une notion importante aussi, avec des effets qui ont été démontrés à la fois sur les stratégies d'adaptation, sur la régulation émotionnelle. Il y a eu toute une controverse en fait pour savoir si précisément la notion d'espoir était une notion individuelle ou une notion collective. Comme souvent dans les controverses, la vérité est entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est quand même de l'ordre du sujet. Il faut bien que le sujet se positionne dans une forme d'énergie en fait à avancer vers un objectif et s'en donne les moyens pour qu'ensuite il puisse y avoir un dialogue qui puisse se construire autour de ça et qu'il puisse y avoir d'autres énergies qui vont se modifier. Je parlais tout à l'heure de la dimension du moi, de la dimension individuelle. Il y a une dimension relationnelle aussi, bien sûr, à la notion d'espoir. C'est-à-dire que partager ça avec une personne qui nous accompagne, un médecin, un psychologue, infirmier, kiné, etc., euh, engage en fait à essayer thérapeutiquement de trouver une intention conjointe. C'est-à-dire si j'ai envie, en tant que patient, d'aller dans une direction, que je le dise en fait à mon professionnel de santé qui est là en face, il y a une intention en fait de construire quelque chose ensemble. Et donc on va finalement à la fois demander à l'autre implicitement, est-ce que tu ne vas pas m'abandonner dans cette situation incertaine, mais il y a aussi l'idée que on souhaite se construire une intention commune. Est-ce que l'on peut aller ensemble dans cette direction? Et lorsque les patients, et notamment celle dont je vous parlais tout à l'heure, pour la dernière fois, c'était vraiment très explicite avec une patiente, me parlent de la dimension d'espoir, en fait, on discute effectivement de cette intention, c'est-à-dire jusqu'où est-ce que l'on peut aller. Et je dois dire que pour le coup, si je n'utilise pas beaucoup la notion d'optimisme, je me définis plutôt comme
pessimiste raisonnable dans mon activité professionnelle. Et donc, c'est vrai que j'essaie d'avoir une position la plus pragmatique possible dans la discussion avec les patients. Dans cette intention finalement conjointe que l'on va définir pour trouver une énergie pour aller dans une direction, pour braver la situation d'incertitude qui est en train de se construire, j'essaie précisément que cet espoir est quelque chose de rationnel ou de viable. Je me souviens, c'était il y a, bon, je pense une vingtaine d'années, à l'époque où je travaillais notamment auprès des patients atteints de SLA, avec ma collègue Hélène Brock, et j'avais fait partie de la conférence de consensus HAS sur précisément la SLA, et en particulier la question de l'annonce en fait de la SLA. Et donc, comme on faisait à l'époque dans les conférences de consensus HAS, on se réunissait, on devait se réunir entre experts, mais il y avait aussi donc une conférence pendant une journée avec des très 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 experts du domaine, avec différentes fonctions qui parlaient de la prise en charge des patients, etc. Et je me souviens qu'il y avait un professeur de neurologie qui était présent. Je ne vais pas le situer sur l'hôpital voilà, parce que je ne lui ai pas demandé l'autorisation de le nommer, mais qui était effectivement là et qui, à un moment donné, parle de la notion d'espoir, mais il en parle de façon extrêmement succincte. C'est-à-dire en disant que, alors à l'époque, je vous rappelle, hein, il y a 20 ans, il y avait même pas de médicaments pour ralentir la faim, il n'y avait vraiment rien, rien, rien du tout, quoi. Alors pour ceux qui ne Et- savent pas, tu parles de la maladie de Charcot. oui, pardon, excuse-moi. Effectivement, la maladie de Charcot. Et donc, effectivement, dans la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot, donc, il dit à un moment donné, mon but, parce que l'on n'a rien, c'est de donner l'espoir aux patients. Et donc, j'avais rebondi là-dessus en lui posant une question, en disant, mais qu'est-ce que vous appelez espoir? Et il avait réagi avec une certaine violence en me disant, si vous m'interdisez de parler d'espoir, je n'interdisais pas du tout, je questionnais, si vous m'interdisez de parler d'espoir, qu'est-ce qui nous reste d'autre à nous en tant que médecins présents dans la relation? Et je pense que ce besoin de, malgré tout, d'associer finalement l'espoir dans la relation avec le patient à quelque chose d'un peu pragmatique. C'est-à-dire qu'il faut quand même que ça soit ancré dans une réalité. Justement, peut-être la différence avec l'espérance, elle date, à mon avis, de cet événement-là, c'est-à-dire de cet échange un peu rude avec le collègue sur finalement ce que lui appelait espoir, c'est-à-dire essayer d'ouvrir quelque chose face à un destin funeste le plus large possible pour malgré tout avoir un objet de discussion. Et puis une position qui était plutôt celle que j'étais en train de dessiner, qui était de dire, mais peut-être que l'espoir peut aussi se définir autrement, et pas forcément en termes de réussite ou d'échec d'un traitement ou d'une prise en charge thérapeutique. Et donc cette dimension pragmatique, on comprend bien que parfois aussi les patients souhaitent la quitter pour justement aller vers quelque chose qui soit de l'ordre d'un surespoir ou de l'espérance, ou je ne sais pas comment est-ce qu'il faut l'appeler. Mais peut-être dans le travail thérapeutique, il est parfois nécessaire de mettre un peu de pragmatique aussi là-dedans. Comment est-ce que se construit cet espoir? C'est-à-dire, est-ce que l'espoir est forcément la réussite d'un traitement ou d'une stratégie thérapeutique? Et est-ce que l'espoir peut aussi être une définition individuelle qui va se co-construire? Et je reviens, donc c'est mon lien avec ta question, et pour moi, je répondrais plutôt ça, mais dans lesquelles des énergies plurielles, c'est-à-dire l'appel aux thérapeutes que nous sommes, vont se mettre progressivement au service de cette intention commune avec laquelle on est d'accord, c'est-à-dire aller vers la définition que le patient va donner lui-même de l'espoir en fonction de ses propres valeurs. Alors là, tu viens d'ouvrir quelque chose là par rapport à ton approche, c'est-à-dire que tu vois beaucoup de personnes dans le cadre du soin et de la santé intégrative avec des situations chroniques qui durent, complexes. Et là, tu viens mettre le doigt sur un des problèmes qui m'a amené à m'intéresser à l'espoir, c'est peut-on faire la différence entre l'espoir et les pronostics? C'est ce que tu viens de dire finalement. Quand on Mm. reste dans un contexte pragmatique, c'est celui de la famille, celui du patient. Comment peut-on y répondre? Alors qu'effectivement, on pourrait entendre dans les questions, mais est-ce que docteur, est-ce que vous pensez que je vais pouvoir m'en sortir, etc. Et nous, nous sommes dans une approche qui est beaucoup plus terre à terre, qui est celle de tous les jours. C'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Comment peut-on aujourd'hui voir quelque chose de plus supportable et quelque chose de différent? Est-ce que tu es d'accord avec ce que je mets là comme notion? Oui, il y a vraiment cette notion, bah, je le disais, à la fois d'identité, cette notion de relation aussi. On pourrait même dire que l'espoir est finalement un espace qui est ouvert par les patients. C'est-à-dire que c'est aussi un mouvement intentionnel vers ce qui est possible. Alors évidemment, il peut y avoir des pronostics qui sont incertains, mais il y a toujours des choses qui sont possibles en termes de réalisation ou de buts à atteindre et qui peuvent correspondre aussi à des besoins personnels, individuels que va exprimer
la personne. Et pour moi, l'espoir, c'est aussi ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut habiter autrement un monde qui semble, pardon de réutiliser la même image, mais se brouillardiser, je ne sais pas s'il faut dire comme ça, avec les nuages qui vont apparaître, dans lesquels on va quand même discerner des éléments de l'ordre des possibles, et on va commencer à l'habiter comme étant une forme de promesse, voilà, comme une attitude dans laquelle finalement on peut se donner la promesse de mettre de l'énergie pour rejoindre un certain nombre de possibles, comme des petites pierres sur un chemin. Le pronostic peut être funeste, il peut être totalement incertain et réellement incertain. Ça peut être un pronostic aussi qui peut être positif, mais dans un temps qui va être un temps plutôt élargi. Dans tous les cas de figure, il y a toujours des petites pièces, il y a des petites pierres, il y a toujours des petits possibles que l'on peut mettre en place. Et pour moi, l'espoir, c'est aussi ouvrir cet espace-là, c'est-à-dire comment est-ce que l'on peut peupler, comme le petit poussé, des petites pierres à droite à gauche qui vont baliser le chemin sans forcément aller vers une fin tout à fait décidée, même si parfois évidemment c'est possible et c'est juste le chemin qui est difficile. D'autant que quand on parle d'espoir, on n'en parle pas que pour des pathologies qui sont complexes, qui sont dites incurables ou chroniques. On peut en parler dans plein d'autres domaines dans le soin. Finalement, l'espoir, il fait peur. Il peut faire peur à certaines personnes. Il peut faire peur aux patients, comme à des thérapeutes que j'ai d'ailleurs interviewés, qui ont expliqué ce qu'il pouvait y avoir de difficile dans le mot espoir, où ils se sentent obligés de dire oui, effectivement, les choses vont aller mieux, oui, elles vont aller comme vous le voulez. On n'est plus du tout dans la même pensée. On ne pense pas du tout la même chose. On n'est plus dans les mêmes espaces, je dirais. C'est un peu la sensation que j'ai. Est-ce que toi, tu as vu des confrères qui ont peur d'approcher ce mot espoir ou des patients qui, effectivement, par crainte, ne le parleront pas du tout? Là, pour le coup, il me paraît important, comme tu viens de le faire, de distinguer peut-être les professionnels des patients. J'allais presque dire de façon un peu outrancière, certainement outrancière, le fait de ne pas avoir peur du terme espoir me ferait peur. C'est-à-dire que je trouverais dangereux que quelqu'un approche sans fébrilité la question de l'espoir pour ses patients. Parce que je me demanderais où commence l'espoir plutôt où s'arrête l'espoir et où commence l'idéologie ou de trop s'en remettre à la force de conviction. Donc, l'espoir est un beau mot. Les idées qui sont derrière, en tout cas, les espaces que ça ouvre, la question du sens, de la relation, sont des thèmes qui sont absolument centraux, mais c'est une notion qui, pour moi, est une notion qui renvoie à la fragilité, à la vulnérabilité de tout ça, à la vulnérabilité d'un être, à la vulnérabilité d'un lien, à la vulnérabilité d'un destin, à la question du sens, va-t-il pouvoir se trouver ou pas? Et donc, pour les thérapeutes, dont je fais partie, donc je m'inclus vraiment dans la réflexion que je suis en train de dire, je trouverais ennuyeux de ne pas avoir peur de cette notion-là et de ce mot-là, parce que c'est un mot qui peut quand même facilement déraper vers un système de croyance ou d'un absolu dans la relation, etc. Du côté des patients, il me semble que les choses se jouent autrement. Il me semble que la notion d'espoir, c'est vraiment c'est une ouverture, c'est une vigie que l'on construit, c'est une façon aussi d'habiter autrement le temps, hein, c'est-à-dire de se redonner. Quand je, quand je, en tant que patient, lorsque je déploie quelque chose de l'ordre de l'espoir, je redéploie aussi du temps, je me redonne du temps, je me redonne de l'espace, je vais revisiter qui je suis, je vais revisiter la relation, etc. Le risque étant que l'espoir, à un moment donné, devienne une utopie et qu'effectivement, d'entendre finalement les praticiens parler d'espoir uniquement à son avantage, c'est-à-dire de n'entendre que ce que l'on souhaite ou que ce qui peut aller dans la bonne direction pour soi. Or, l'espoir, pour moi, du côté du thérapeute ou du côté du patient, c'est vraiment Janus, c'est la pièce à double face, quoi. Il y a à la fois quelque chose qui vraiment est une énergie pour avancer avec tout ce que l'on échange depuis le début, mais il y a aussi l'autre côté de la pièce qui peut être aussi une dépréciation, en fait, de la situation. Et ça aussi, les études en psychologie positive le montrent, c'est-à-dire que l'espoir n'est pas toujours un facteur de croissance, ça peut être aussi un facteur dépréciatif pour la santé des patients lorsque précisément il est utilisé comme une façon de pouvoir amener vers quelque chose qui serait trop absolu, trop du côté d'une forme précisément d'optimisme à tout craint, etc., et qui ne permettent pas finalement de se poser, de réfléchir, de pouvoir dialoguer, de pouvoir redéfinir ce que l'on souhaite, ses besoins, ses envies, d'avancer pas à pas, d'installer les pierres dont on parlait tout à l'heure. Donc,
Je serais plutôt dans une position côté thérapeute où il faut aller craindre la notion d'espoir dans le sens toujours la questionner. Pas la crainte au niveau de la peur, mais craindre, c'est-à-dire de toujours installer une forme de fébrilité qui permet de pouvoir penser ce que l'on fait, ce que l'on va mobiliser et dans quel sens y aller. Et du côté du patient, de pouvoir la voir vraiment comme étant une énergie, un appel individuel à la relation, etc., une quête de sens qui va être présente, un espace, un temps qui est en train de se réouvrir, mais aussi la possibilité que parfois les croyances donnent aussi place à des choses moins pragmatiques et que la notion d'espoir laisse place juste à des illusions. Donc là, tu évoques, dans ce que j'ai entendu, un espoir qui pourrait parfois freiner l'investissement d'un patient dans son soin, de s'impliquer dans la co-construction, en se disant, mais finalement, non, il y a un tout pouvoir absolu qui va m'amener vers la guérison. C'est ça que tu es en train d'évoquer. Oui, alors tu disais tout à l'heure, l'espoir n'est pas forcément présent, et tu as raison bien sûr dans les tableaux complexes chroniques, etc. Mais à 90%, en fait, c'est ma clinique, que ce soit à l'hôpital ou en libéral. En fait, l'immense majorité de ma clinique, ce sont des situations chroniques et ce sont des situations complexes. Soit les personnes me contactent directement, soit évidemment c'est l'hôpital, comme je le disais, soit les collègues me font un malin plaisir de m'adresser à des situations dans lesquelles il y a peu de points de repère pour pouvoir penser ce qui est en train de se passer. Et donc, dans ces contextes-là, c'est-à-dire des cliniques de toute façon chroniques et complexes, c'est vraiment les situations que l'on connaît, que tout thérapeute connaît, c'est-à-dire où, à un moment donné, le patient peut avoir l'espoir que sa situation s'améliore en dépit de tout ce que l'on sait de la pathologie et euh, du déroulé de la pathologie dans une situation donnée. Évidemment que les choses, évidemment que l'organisme humain, euh, psychique, somatique, existentiel, tout mêlé, évidemment que l'organisme humain est capable de beaucoup de choses, et il y a plein de métaphores qui seraient d'ailleurs qui sont parfois questionnables en fait sur ce médecin intérieur, sur le fait de parfois on entend de s'auto-guérir, etc. Voilà, moi je suis très prudent par rapport à ces mots-là. Et donc, on peut toujours, bien sûr, donner une part d'incertitude à un déroulé pronostic, pour utiliser ce que tu disais tout à l'heure. Mais il y a quand même maintes situations dans lesquelles les tableaux cliniques possèdent un déroulé qui sont effectivement connus. Euh, Quelqu'un qui a une sclérose en plaques, on ne sait pas quand va être la prochaine poussée, mais il y aura une prochaine poussée. Dans l'immense majorité des cas, il y aura une prochaine poussée. On sait que les crises vont de toute façon péjorer la situation de la personne, etc., etc. Donc, il y a quand même des déroulés dans lesquels, précisément, l'espoir demande à être discuté de façon un peu pragmatique, comme je l'indiquais tout à l'heure. Et parfois, les patients, en fait, bien sûr, mais encore une fois, c'est humain, c'est légitime, je ne critique pas ça, mais se mettent en position de se dire, et si trois petits points? Et si justement mes capacités de guérison, et si vraiment j'ai un abord très positif dans la vie, et on m'a dit que, et j'ai lu que, etc. Et donc ce sont des patients qui vont commencer à ne plus prendre leur traitement, à mal prendre leur traitement, à ne pas commencer à avoir une relation, j'allais presque dire, de duplicité par rapport aux thérapeutes. Parce qu'en fait, ils prennent généralement la décision de contrecarrer la proposition thérapeutique qui leur a été faite comme une sorte de bravage dans lequel ils auraient raison. Et c'est pas tellement important en fait qu'ils prennent ou qu'ils ne prennent pas. Ce qui est compliqué, c'est que du coup, ils ont une attitude qui est moins honnête dans la démarche thérapeutique par rapport au thérapeute. Et donc, le thérapeute n'a plus tout le champ de vision nécessaire pour pouvoir accompagner complètement. Donc, c'est évidemment pas tous les patients, ce sont des situations très spécifiques, mais il y a des situations dans lesquelles le besoin d'espoir comme étant un absolu fait que les patients remettent en question ce qui leur est proposé parce qu'ils tablent, comme sur une table une table de jeu, de roulette, ils tablent sur la possibilité que quelque chose, malgré tout, transcende le devenir qui leur a été donné par tel ou tel thérapeute. Et ça, je trouve que c'est vraiment très compliqué d'arriver à négocier avec ces patients-là, parce que en tant que psychologue, généralement, ils nous font part de ça, pas que. Je sais aussi que les paramédicaux reçoivent des paroles, etc. Mais en tant que psychologue, c'est très habituel que les patients nous déposent ça. Et donc, ce sont vraiment pas les situations les plus communes, mais ces situations existent où finalement l'espoir, je
laissez-moi l'espoir parce qu'il ne me reste que ça. L'espoir va du côté vraiment d'une forme d'absolu qui devient compliquée à aborder parce que la relation n'est plus aussi authentique aux autres. Est-ce que tu penses, pour répondre à ce que tu dis, qui pourrait être finalement un barrage au lien thérapeutique qui va se modifier, qui parfois va nous échapper, est-ce que ça demande de retravailler cette notion d'espoir au fil du soin et de la réévoquer? Euh, il y a pour moi une nécessité de pas à pas dans tout. Et donc la notion d'espoir, effectivement, elle demande tout le temps à être redéfinie. C'est vraiment ce que je disais, pour moi, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'espoir dépend aussi des besoins et des valeurs que le patient souhaite développer, souhaite mettre entre les mains des autres. Voilà ce qui est important pour moi. Voilà ce à quoi j'ai l'impression que l'on pourra arriver. Voilà ce dont j'ai envie. Je ne sais pas si on l'atteindra ensemble, mais voilà ce dont j'ai envie dans mon existence, avec la pathologie, etc. Et donc, pour moi, vraiment, cette notion, je reprends la définition que je disais tout à l'heure, pour moi, c'est une vertu parce elle demande du courage, elle demande une forme de droiture par rapport au moins à soi-même. C'est-à-dire qu'il faut quand même l'assumer, c'est une position qu'il faut quand même assumer avec courage, mais pour aller chercher du sens dans quelque chose qui est en train d'en perdre, du fait de cette incertitude. Et donc, il y a un mouvement. Et effectivement, ce mouvement, la façon de pouvoir manier l'espoir dans ce schéma-là est forcément quelque chose d'évolutif, puisque cela dépend à la fois des envies, des besoins, de ce qui a été atteint avec le patient, et aussi des thérapeutes à disposition, parce qu'on n'est pas obligé non plus de rentrer dans la situation telle que le souhaite le patient. Il peut y avoir aussi une disponibilité des thérapeutes plus ou moins importante. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est vivant, en fait. C'est extrêmement mouvant, la notion d'espoir. Elle est importante, mais elle est effectivement mouvante. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, tu as fait tout à l'heure la différence, tu as bien expliqué que tu es autour de cette notion dans ton travail de thérapeutique, même si tu ne le dis pas par le mot espoir, euh, je dirais à l'état pur, le mot, non, tu le vis différemment. Tu travailles sur l'incertitude et tu vois comment on peut amener dans cette incertitude plus de sens et comment on peut accompagner vers le soin. Dans ta vie de tous les jours et dans la vie de tous les jours, nos patients, ils sont baignés par un contexte qui est envahissant. On voit arriver des patients qui nous parlent de leur contexte familial, parental, marital, etc., etc., ou sociétal. Ça a un impact majeur sur la construction, dans le soin qu'on va avoir. Donc, est-ce que tu penses que cette notion d'espoir, quand elle se construit par rapport à une humanité, a un impact majeur parce qu'elle est de la même branche, ou est-ce que pour toi, c'est une autre notion qu'on évoque? Donc là, est-ce qu'il y a deux espoirs? Deux espoirs, c'est une de trop, non? La façon, en tout cas, que j'ai de la manier, c'est... En fait, l'espoir est quelque chose qui est tellement intime pour moi, c'est-à-dire que ça brasse vraiment tout ce que l'on a dit depuis le début. Pour moi, c'est des choses qui sont vraiment importantes, hein, la question du sens, de la relation à l'autre, des espaces, de redéplier le temps autrement. Enfin, voilà, pour moi, c'est une relation, enfin, c'est quelque chose de l'ordre de l'intime parce que ça a vraiment à voir avec la définition que la personne souhaite donner à son existence et la direction qu'elle souhaite prendre, en fait, dans sa vie. Et donc, j'aurais plutôt tendance, en fait, à faire de cet échange-là avec les patients un point d'intimité. Et effectivement, de vraiment, quand je dis point d'intimité, on est là ensemble, considérons que les murs qui sont présents nous protègent de l'environnement et qu'est-ce que dans cette relation intime, vous souhaitez me dire de vos besoins, de vos valeurs, de vos envies, et voyons comment ensemble il serait possible d'arriver là-dedans. En vrai, éliminer les autres. En vrai, vous souhaitez quoi pour vous-même et comment est-ce que l'on pourrait aller dans cette direction-là? Pour moi, l'espoir brasse de l'intime, en tout cas est une invitation vers l'intime, parce que derrière, ce qui est engagé sont des grandes dimensions en fait de l'humain et de sa constitution. Donc, il pourrait y avoir une dimension presque contagieuse de l'espoir peut-être à l'environnement ou peut-être une contagion de l'extérieur vers le patient et vers la relation avec le thérapeute, mais j'essaie de m'en préserver le plus possible. Ça me paraîtrait, pour le coup, complexifier beaucoup la manière dont je vis et dont je construis la relation avec l'autre. C'est une relation d'intimité que de mettre la notion d'espoir avec toutes les dimensions présentes
comme monnaie d'échange dans la façon dont on va construire ensemble une direction avec le patient. Alors, notre interview n'a pas pour but de parler spécialement du soin intégratif, mais pourtant, là, il faut qu'on en parle, parce que ce lien, comme tu dis, intime Mm, avec un patient, mm. il est intime et le patient, il n'est pas seul. Le patient a un mari, une femme, des enfants, un entourage, un patron, tout ce qu'on veut, et d'autres vont venir se coller à cet ensemble-là. C'est pour ça que je comprends ce que tu veux dire. On va vers l'intime dans cette relation pour qu'elle reste la plus pure qui soit. Mais finalement, il y a plein de facteurs qui influencent. Et alors, est-ce que justement le soin dans son intégration, où il va chercher les énergies sous toutes les formes et les interlocuteurs, va pas nous aider justement à respecter cette intimité tout en lui donnant une place peut-être plus protégée par rapport à l'environnement? Je ne le dirais pas tout à fait comme ça dans ma pratique, mais je différencierais en tout cas la question de la systémie et de l'intégratif. L'humain pris dans son environnement de travail, familial, amical, etc., pour moi, c'est de la systémie. On est effectivement dans une influence réciproque, évidemment que tout influence tout, etc., etc. Donc on est d'accord. Ensuite, effectivement, tu as raison, il y a la dimension de l'intégrativité, c'est-à-dire pour moi, une démarche en santé qui précisément doit être centrée sur les besoins, les valeurs du patient, tels qu'il peut les souhaiter dans une démarche pragmatique. C'est vraiment cette notion de médecine centrée sur les valeurs, hein, qui est un thème qui est vraiment un thème qui existe. Donc c'est vraiment cette dimension-là, c'est-à-dire une approche centrée sur les valeurs, encore une fois pragmatique, hein, c'est pas le patient qui décide de tout. Il y a une dimension, il y a un échange qui va être présent. Donc oui, il y a de la systémie qui est présente, bien sûr, il fait partie de plein d'écosystèmes, mais dans le cadre de la relation thérapeutique, pour moi, le principal, c'est quels sont les besoins et les valeurs, l'objectif, quelle est l'énergie qui souhaite être mise et comment dans la démarche intégrative, c'est-à-dire comment dans une pensée globale incluant du psychocorporel, de la psychothérapie, du médical, etc., etc., comment est-ce que l'on peut construire un projet patient et une trajectoire patient qui va soutenir ce besoin de sens? C'est vraiment ça, me semble-t-il, la santé intégrative. Et donc, je différencierais vraiment par rapport à la dimension de la systémie en disant c'est vraiment ce couloir de construction, ou en tout cas de maintien ou de soutien de sens que l'on va construire, mais à partir de ce que l'individu va définir comme étant ses besoins et ses valeurs, bien sûr dépendant d'une histoire, bien sûr dépendant d'un écosystème, mais là, il se trouve que c'est elle, lui, qui est en face de moi, et d'aller chercher cette définition-là avec ce qu'il peut me dire de ce qui hérite, de ce qui est hérité de son passé, de ce qui est hérité de ses écosystèmes par ailleurs, mais qui malgré tout a une persistance et une importance dans son discours là maintenant. Et comment est-ce que l'on peut précisément construire ce schéma de soutien, donc intégratif, autour de ses besoins et de ses valeurs. D'accord. Pour toi, d'où vient l'espoir? Hmm, je ne sais pas comment répondre à cette question. À nous venons de rentrer dans les questions subsidiaires. L'une de celles que tu m'avais promises. Je le verrais quand même comme étant une construction. J'aurais du mal à considérer que l'espoir est une donnée propre à notre vie animale, c'est-à-dire ce qui nous anime en tant qu'être vivant. Pour moi, l'espoir est quand même quelque chose qui se construit. Ça se construit par une pensée, ça se construit par une relation aux autres, ça se construit dans une façon d'être au monde. C'est-à-dire que l'espoir est un chemin, c'est une énergie, autrement dit, c'est un moyen, c'est une technique. Donc, je ne la mettrai pas comme étant précisément, à la différence de l'optimisme, qui pour le coup est un trait de personnalité. L'espoir, pour moi, est vraiment quelque chose qui est présent, mais qui n'est, je le disais tout à l'heure, j'ai plutôt tendance à penser que ce n'est pas présent tout le temps, ce n'est présent que dans les situations d'incertitude, c'est-à-dire on va chercher cette énergie, ce couloir particulier à construire, que lorsque l'on en a besoin, parce que la situation gagne en incertitude. Sinon, pour moi, l'espoir, qui est effectivement cette façon de pouvoir se repositionner par rapport au monde, et voilà, se remet dans le placard. Il n'a pas un besoin Alors c'est très fou. étonnant ce que tu es en train de dire parce que ça rejoint ce que j'avais entendu dans la toute première interview quasiment, où Jean-Marc Benayem dit, je n'évoque l'espoir que quand un patient m'amène du désespoir.
Ça, c'est une première notion. Alors, il n'a pas parlé d'incertitude, il a parlé de désespoir. L'incertitude, tu te rappelles, on avait participé à un travail avec David Vergrit sur un séminaire, on Mhm. avait parlé de l'incertitude. Il nous disait lui-même que finalement, quelqu'un qui entend qu'il va avoir un soin, ce qui était compliqué pour lui, c'était pas trop de savoir s'il allait guérir, c'était d'être dans l'incertitude. C'était ça qui était compliqué. Donc là, tu es en train de dire que finalement, peut-être que l'espoir n'a pas d'utilité à un certain moment et donc il ne Mhm. sera pas présent. C'est ça. Et que si l'incertitude prend trop de place sans qu'elle ait pu avoir un sens, là, peut-être que l'espoir va devenir utile. C'est ça? En fait, et peut-être qu'on va retomber à la distinction donc, que tu évoquais tout à l'heure, si j'ai un rhume, mon expérience de mes rhumes antérieurs me fait dire qu'au bout de 3 4 jours, tout sera derrière moi. Et donc, je n'ai pas à espérer de traverser le rhume. Je vais simplement souhaiter, formuler le souhait que mon rhume n'empêche pas trop le nez qui va boucher, ne m'empêche pas d'aller à tel ou tel rendez-vous, etc. Mais c'est pas l'espoir qui va être mobilisé là. C'est un souhait simplement de traverser l'événement du mieux possible parce que je sais qu'au bout de 3 à 4 jours, en fait, le rhume sera derrière moi. Et donc, effectivement, dans la vision que je te propose, je retends ce que je disais tout à l'heure, incertitude et espoir vont ensemble, et s'il n'y a pas d'incertitude, l'espoir n'a pas besoin de sortir du chapeau. L'espoir, pour moi, est vraiment quelque chose, est vraiment cette vertu qui va donner du sens dans cette situation, mais au moment où l'individu en a besoin, sinon ça reste dans le chapeau. On va ensuite, oui, aller enfin, souhaiter quelque chose, on peut se souhaiter beaucoup de choses, parfois même à l'abri de toute rationalité, et ça mène beaucoup de plaisir et de joie aussi, mais ce n'est pas l'espoir tel que, en tout cas, je te l'ai proposé dans cet échange-là. Oui. D'accord. Est-ce que l'espoir peut finalement disparaître au cours d'une relation thérapeutique, pour l'un ou pour l'autre, sans d'ailleurs que l'un et l'autre l'aient souhaité? Et est-ce que ça peut être quelque chose d'handicapant? Je crois que l'espoir peut, enfin, c'est pas je crois, j'en ai l'expérience clinique. Donc, je vais retirer, je crois. Ce sont ces patients qui n'ont plus besoin d'espoir parce qu'ils ont reconfiguré leur vision de l'existence. C'est ces patients qui, effectivement, commencent avec des symptômes particuliers, on finit par mettre un diagnostic, est un diagnostic chronique, parfois létal, mais pas forcément, en tout cas chronique. Ils commencent à s'engager, incertitude, les traitements fonctionnent, ne fonctionnent pas, effets secondaires ou pas, niveau d'imprégnation ou pas, niveau de handicap, etc. Enfin, vraiment tout le tableau d'incertitude en pratique clinique. Bien sûr, les projections, je veux pas terminer dans un fauteuil, je veux pas que ça soit présent malgré tout ce qu'on me dit, je veux pas que ça soit présent tout au long de ma vie, je m'imagine pas comme ça, etc. Enfin, voilà, c'est des tableaux que tu connais aussi par cœur. Et puis, il y a, pour certains d'entre eux, là aussi, pour ma part, j'espère que ça arrive au maximum de gens, mais pour certains, on arrive à ce niveau de basculement dans lequel finalement les choses ont été suffisamment travaillées pour que l'événement de vie, maladie qui est en train de survenir ait totalement du sens dans la trajectoire de leur existence. Et qu'il y a comme une sorte à ce moment-là de moment où ils se posent, c'est-à-dire où ce qu'ils vivent fait partie d'eux-mêmes. Ils l'intègrent complètement. Autrement dit, où la souffrance peut être mise de côté, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de douleur, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de crise, pas tout ça, mais la souffrance peut être de côté parce que ceux qui vivent a du sens, a une cohérence, ils se reconnaissent dans ce qu'ils sont dans ce qu'ils sont en train de vivre. Et à ce moment-là, l'espoir n'est plus nécessaire, puisque précisément, il peut y avoir des situations dans lesquelles tel ou tel événement peut se passer, mais il y a une cohérence de l'individu par rapport à sa propre histoire et à son existence, qui fait que l'espoir, c'est-à-dire cette énergie pour rejoindre quelque chose, n'a pas lieu d'être, ils sont posés là où doivent être. Alors, ce que tu dis ouvre un autre versant de notre interview, on va parler de l'hypnose. Euh, je reprends l'exemple de ce que tu as cité tout à l'heure, qui est étonnant de Mm. cette patiente, qui te dit Oui, finalement, en apprenant un autre diagnostic, finalement aujourd'hui, l'espoir prend de la place dans ce que je vis, comme si finalement elle se réassociait à elle-même. absolument. Donc, est-ce que ça va être une porte d'entrée de l'hypnose dans la thérapie? Est-ce qu'on peut dire que l'hypnose cultive l'espoir quand le patient commence à le trouver, ou est-ce que finalement elle va le chercher, est-ce qu'elle va lui permettre de le développer comme une ressource personnelle finalement? Il y a en tout cas, il y a en tout cas l'idée, donc c'est évidemment une patiente avec laquelle on travaille notamment avec l'hypnose, il y a en tout cas l'idée que
lorsque cet espoir va être là, comme justement il est cette ouverture vers les possibles dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cet espace qui s'ouvre dans lesquels, j'ai pris la métaphore des petites pierres pour indiquer les possibles, comme il va y avoir les possibles qui vont être installés, des promesses peuvent être là, de direction, de choses qui peuvent se trouver. Autrement dit, on ouvre l'espace de l'imaginal, de la transformation sensorielle, en tout cas du recours au sensoriel, etc., que permet l'hypnose. Donc effectivement, cet espoir-là, il est, me semble-t-il, assez en lien ou dépendant de la pratique de l'hypnose. S'il y a de l'espoir, alors l'hypnose peut permettre d'anticiper et de travailler vers une direction particulière. Mais l'hypnose, est-ce qu'elle favorise l'espoir? Je ne sais pas, je dirais plutôt que c'est la manière dont le patient va s'en saisir. Hmm. Je pense, enfin, pour ma part, je ne pense pas qu'on puisse répondre tout à fait à cette question-là. C'est une expérience, l'hypnose, comme tu le sais. Donc, le patient peut y trouver de l'inattendu, peut se rendre compte qu'il est capable d'être plus flexible dans ses ressentis, dans ce qu'il vit, qu'il ne le pensait euh, jusque-là. Et donc, il peut faire le lien avec la notion d'espoir, tel que on l'a vu ensemble aujourd'hui, mais peut-être aussi que dans certains cas, l'hypnose peut être vue simplement comme un régulateur de symptômes. C'est-à-dire que le patient va s'en servir avec l'auto-hypnose pour se faire du bien lorsqu'il vient et qu'il n'y aura pas ce côté ciment de l'hypnose qui va venir comme ça faire du lien et de la jonction entre différents domaines de sa vie. Donc ça peut, mais je dirais pas que dans tous les cas de figure, l'hypnose peut ouvrir vers une dimension d'espoir. Ça dépend ce que le patient souhaite en faire. Est-ce qu'on pourrait dire parfois que le fait de plus avoir d'espoir, mais alors pas forcément parce qu'on s'est intégré dans quelque chose, qu'on s'est approprié son histoire, mais au contraire pourrait montrer qu'on est dissocié de quelque chose et qu'au contraire on est en train de basculer, de se perdre. Est-ce qu'à ce moment-là, l'espoir ne serait pas l'indicateur qui est en train de disparaître, comme quoi finalement ben, on perd pied? Qu'est-ce que tu en penses? Euh, je vais essayer de m'en sortir avec un pied de nez, mais auquel je crois. Euh, il n'y a pas tant de dissociation que ça chez nos patients. Il y a souvent de la désassociation. La différence que je vais faire entre les deux, c'est que la dissociation est quelque chose qui est très largement subi. Ça peut être transitoire ou pas, ça peut être normal ou pas, etc. Mais la dissociation est quelque chose qui est subi, même en hypnose, hein. On engage une démarche qui va faire que le patient va partir sur un moment vécu comme étant de la dissociation. Dans la vie de tous les jours, l'expérience avançant, j'utiliserai moins ce terme et plutôt utiliser le terme de désassociation, c'est-à-dire précisément d'installer des espaces entre des choses qui n'existent, voilà, qui étaient accolées les unes aux autres, et comme un mouvement comme ça un peu élastique, et de voir jusqu'où ça peut aller et y revenir. Et il me semble que euh, en fait, ce qu'éprouvent beaucoup de gens qui ne sont pas au désespoir d'une pathologie en crise, etc., c'est vraiment avec une souffrance qui est au premier plan. Ce sont souvent en fait des mouvements de désassociation, c'est-à-dire d'aller construire des espaces entre des choses qui n'en avaient pas, pour voir comment tout peut se remodeler d'une façon ou d'une autre. Et finalement, avoir l'habitude de l'hypnose, l'expérience de l'hypnose, la façon dont on peut l'éprouver, peut permettre de pouvoir, dans ces nouveaux espoirs, nouveaux espaces, justement, aller tester quelque chose de l'ordre de l'espoir tel qu'on l'a défini tout à l'heure, c'est-à-dire une énergie vers une direction que l'on ne connaît pas encore, mais qui va nous permettre de trouver du sens et de pouvoir identifier quelle est notre trajectoire et notre existence. Tu as quand même dit une phrase que je retiens, hein. Ces nouveaux espoirs, hein, ces nouveaux espaces d'espoir. L'espoir, oui. Une phrase que tu retiens Finalement, depuis le début, alors je suis pas doué, hein, si on mais veut conclure avec quelque chose de ouais. très clair, tu m'as dit, ça peut s'apprendre, ça peut s'enseigner. Moi, je pense qu'on devrait Mhm. le voir enseigner en faculté, en particulier pour les soignants. Qu'est-ce que tu penses de l'idée d'enseigner l'espoir? Alors, plus largement, il y a un besoin qui est absolument essentiel en médecine, pour se restreindre à la médecine là, c'est le fait de former les futurs médecins à la question de l'annonce et pas simplement du point de vue communicationnel. Le nombre d'internes, je parle
au moins des collègues psychologues et de moi-même, mais le nombre d'internes qui ont fini quand même en pleurs dans nos bras, c'est du quotidien à l'hôpital, vraiment. Parce qu'on suppose qu'à partir du moment où ils sont médecins ou futurs médecins, ils savent. Ah, point. Et que peut-être par imitation, etc., ils vont arriver à. Donc il faudrait qu'il y ait un vrai enseignement à l'annonce et qu'il ne soit pas simplement communicationnel, etc., stratégie, etc., mais qui participe de comment vous, j'ai presque failli dire toi, c'est-à-dire il faut s'adresser à chaque individu. Comment toi, dans ce que tu es par rapport à ta vie, tu t'imagines pouvoir annoncer les choses et de travailler avec cette matière-là. Il faudrait vraiment, vraiment que les choses soient travaillées sérieusement, c'est-à-dire de façon efficace dans ces études-là, parce qu'il y a tellement de choses du côté des patients, mais aussi du bien-être et de l'identité professionnelle et même personnelle de l'individu qui se jouent dans ces effets d'annonce quand même, qui sont des véritables sanctions que l'on donne en fait aux autres. Et donc globalement, oui, et l'espoir à ce moment-là serait à l'intérieur, c'est-à-dire comment amener ça, pas forcément au moment de l'annonce immédiatement, mais ça peut être aussi après. Ensuite, il y a le fait de dire que souvent, lorsque l'on est expérimenté, on a l'impression qu'il y a plein de choses qu'on a soi-même découvertes qui devraient être là depuis le début. Mais par exemple, cet échange que l'on vient d'avoir autour de l'espoir, tu es quelqu'un d'expérimenté, j'ai aussi de l'expérience clinique. On peut discuter avec à la fois recul et aussi une certaine tranquillité de cette notion-là, parce qu'on sait qu'elle ne nous remet pas en cause, parce qu'on sait que elle est incertaine, que notre pensée et nos pratiques sont en évolution, et on est très tranquille, toi et moi, là-dessus. Mais si on prend quelqu'un qui n'est pas encore diplômé, qui va être diplômé, qui est dans les 2 ans de son diplôme, est-ce que réellement il est capable de se saisir de la notion d'espoir autrement que comme une forme de stratégie, parce qu'il va avoir besoin de se mettre des indicateurs clairs pour pouvoir avancer. Et donc pour moi, il y a assurément un enseignement humain dans lequel on tienne compte de la personne thérapeute et pas simplement un truc fait pour le patient, etc., mais que l'on tienne compte de la personne thérapeute qui est à penser dans les études initiales, on n'a pas du médecin, mais dans toutes les professions destinées à la relation d'aide, et ensuite se pose la question, qu'est-ce qu'on y met, de quelle façon, et peut-être en intégrant une pensée évolutive, en disant ce qui peut être entendu à 20 ans n'est pas ce qui peut être entendu à 30, 40 ou 50. Et que peut-être il y a aussi comme ça des points relais qui seront inventés et peut-être d'ailleurs ce podcast-là que tu es en train de faire, qui permettent aux personnes de pouvoir aussi remanier un certain nombre de choses. C'est compliqué de dire que tout doit être entendu au début sans qu'on fasse, face à l'incertitude en particulier, qu'on ait recours à des choses un peu rigides pour nous aider. Écoute, merci Antoine, on a plein de travail. Merci Pascal. C'est une bonne chose. À très bientôt et merci pour cette interview. Merci à toi.